Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Un café avec ton courtier. Cette semaine, un invité un peu spécial, un propriétaire d'une équipe sportive. On n'a pas ça souvent. Donc, c'est M. Léo Buisson qui va pas aimer ça que j'avais dit monsieur. Donc, Léo qui va être avec nous et on a répondu à plusieurs questions que je pense qu'on se pose. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter une équipe de sport? Comment est-ce que les joueurs, qui sont des joueurs professionnels de l'Alliance de Montréal, comment ils font pour vivre? Comment ils sont payés? Donc, des discussions vraiment intéressantes. Puis, vous voulez pas manquer ça? Écoutez ça maintenant. Yo! Monsieur Buisson, je suis un petit peu intimidé quand même de t'avoir. Merci d'être ici parce que c'est rare que j'ai des propriétaires d'une équipe sportive là, qui viennent me voir ici à nos beaux studios à Laval. Mais dis-moi, comment ça t'est arrivé, cette idée-là? Il y a des gens qui vont penser, ah oui, il faut que j'investisse en REER, il faut que j'investisse en CELI, je vais investir dans l'immobilier. Non, toi, tu t'es dit, mes investissements, ça va être une équipe de basket. Alors déjà, Monsieur Buisson, c'est mon père. Ah, pardon. Moi, c'est Léo. Ça me vieillit tellement que ça fait mal. Mais non, comment j'en suis arrivé là, c'est... J'aime souvent dire que c'est le spark, l'étincelle, c'est la passion pour acheter une équipe de sport, naturellement. Et puis que le fuel, l'essence, ce qui va faire que ça continue sur le long terme, c'est une certaine logique financière. Personne ne fait un investissement dans le but de perdre de l'argent. Donc, naturellement, quand on l'a fait, nous, c'était de dire au moins, est-ce qu'on va récupérer notre mise un jour, que ce soit dans 5 ans, 10 ans ou 50 ans. Quand on a racheté l'Alliance, le but, c'est pas d'en faire un flip. C'est pas un investissement en mode, comme ça peut se faire sur d'autres projets court-termistes, en mode, hey, je vais aller chercher X%. C'est quelque chose qu'on va faire sur le long terme. Puis naturellement, quand on investit dans ce genre de choses-là, c'est de l'argent qu'on est prêt à potentiellement perdre au complet, si ça se fait. Donc, c'est vraiment ça. La raison principale, c'était l'aspect passion. Puis ce qui a fait qu'on l'a réellement fait à la fin, c'est le fait qu'on sait que la valorisation de l'équipe va grossir en même temps que la ligue grossit, que le basket grossit, etc. J'aurais dû probablement, avant ça, mettre un peu plus d'argent dans mes CELI, dans mes REER et acheter un bloc d'appartement. Puis on s'en parle avec ma blonde, puis avec d'autres personnes. Puis je suis pas passé par un conseiller financier parce qu'aucun conseiller financier capable ne dirait d'investir dans une équipe de sport. Donc non, ça, c'était une décision pas mal personnelle. C'est sûr que c'est quelque chose de très out there, un tout petit peu. Il n'y a personne dans le cours de planification financière, il n'y a pas le chapitre sur comment acheter une équipe de sport. Là, c'est sûr. C'est pas mal devenu, comme on dit, une asset class, le sport. Puis on le voit, là, beaucoup de fonds américains qui investissent dans des équipes de sport, tout sport, même en France, en Europe, tout ça, parce qu'il y a une certaine valeur. Je pense que c'est très AI-proof pour faire un bon anglais. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de catégories et d'industries qui sont 100% comme protégés de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'un jour, on regardera des robots jouer au basket. Peut-être, théoriquement, on a des voitures qui conduisent seules. On pourra avoir des courses de Formule 1 équivalent sans pilote. On veut des pilotes parce qu'on veut l'erreur humaine, parce qu'on veut le clash, on veut toutes ces choses-là. Basket, pareil. Je pense pas que ça existera encore peut-être une fois, le 100% robot qui joue au basket, mais je pense qu'on est quand même pas mal protégé, puis que le monde, justement, dans ce monde plus AI, plus social media, plus isolé, adore venir voir du basket, sport en général. C'est un moment de rassemblement en famille, entre amis, entre collègues, etc. Et je pense qu'il y a une certaine logique, puis investissement sur le long terme dans ce contexte. Mais parle-moi de l'Alliance de Montréal un tout petit peu. Parle-en. Il y a plein de gens ici qui sont des courtiers hypothécaires, qui sont pas nécessairement habitués là, de parler de basket. Là. Puis ce sera pas un podcast sur le sport, vraiment, mais parle-nous de l'Alliance un petit peu. Ça fait combien de temps que ça existe? Très rapidement. L'Alliance, c'est donc une des 10 équipes de la LECB, Ligue élite canadienne de basket, CBL en anglais. La Ligue a commencé il y a 8 ans, on entre dans sa 8e saison. L'Alliance a fait sa 5e saison. C'est une équipe d'expansion. Puis l'Alliance est de propriété privée depuis janvier 2025, donc on démarre notre 2e saison. On a racheté avec deux associés on a racheté l'équipe à deux personnes en fait, au propriétaire original, qui est celui qui a fondé la ligue au tout début. Donc c'est ça, puis c'est une ligue d'été, 3-4 mois de compétition environ, série incluse, et c'est 24 matchs de saison régulière, 12 matchs à la maison, puis l'Alliance joue à l'Auditorium de Verdun, qui est une belle salle de 3500 places, 3700 selon la configuration. Puis c'est génial parce que, tu sais, des équipes professionnelles à Montréal, on en a vu plusieurs, on a vu des ligues venir, on a vu des ligues échouer, on a vu des équipes venir, des équipes faire faillite ou du moins fermer. Fait que le beau risque de ton investissement, dans le mot risque, il est là, c'est sûr. Oui, tu sais, je te dirais, la plupart de ces ligues, l'année passée, je te dirais peut-être l'année 7, c'est pas mal vu comme l'année où
que les ligues faibles vont pas dépasser. Je comprends. Pas mal, toutes les ligues souvent meurent en 3, 4, 5 ans. Quand tu arrives à 7 ans, c'est comme tu as établi une certaine légitimité, puis prouver que tu peux durer sur le long terme. C'est sûr que c'est jamais 100% safe. Tu as des ligues qui peuvent s'écrouler, des équipes, même après 30 ans, 40 ans, si le business model fonctionne plus, etc. Mais c'est sûr que c'est risqué. C'est pas aussi safe que beaucoup d'autres investissements, définitivement. Mais on est allé sur une courbe de croissance qui touche au basket, qui touche encore une fois au entertainment, qu'on est assez confortable de ce qu'on a fait, puis que ça, à nos yeux, ça peut que grandir vu la qualité du spectacle, puis t'es le premier à pouvoir en témoigner. Certain. On aime beaucoup ça. Ma famille aime ça. Moi, je vais avec mes enfants, je vais avec des amis, je vais avec des clients, évidemment. On aime beaucoup ça. C'est toujours une belle ambiance. Puis, tu sais, la grosseur de l'aréna fait qu'on est toujours proche du terrain. Tout le monde voit bien. Tu peux être dans n'importe quel siège, on est toujours bien. Mais parle-moi quand même de ta philosophie d'investissement derrière tout ça. Là. Puis, tu sais, ça serait drôle de penser que tu aurais fait un investissement de ce type-là qui serait pas dans le sport, mais parle-moi-en un peu de cette philosophie-là. Ouais, très personnel, évidemment. Je pense pas que ce soit ça dépend beaucoup de ma personnalité aussi. Je prends beaucoup de risques, je suis relativement jeune. Je me dis que même si ce que je fais, même si tout s'écroule demain, je ne vivrai pas sous un pont que je suis capable de me refaire. C'est pas si risqué au fond. Il y a une certaine une raison pour laquelle je l'ai fait, qui est la passion du sport, comme je l'avais dit, mais on s'en est un petit peu parlé tous les deux ensemble, offline, c'est ma perspective. Quand tu regardes une équipe de sport ou toute équipe de sport à travers le monde, souvent, c'est vieille personne en fin de carrière ou qui a déjà réussi, puis je mets des grosses guillemets dans les airs, quelqu'un qui a fait de l'argent dans un projet entrepreneurial ou quoi, puis qui dit « je fais ça comme projet de fin de carrière, projet passion ». Et encore une fois, ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Si ton but, quand tu te lèves de tes 30 ans à 60 ans, c'est de faire de l'argent pour ensuite, après 60 ans, profiter de ton argent, personnellement, c'est pas ça que je veux faire. Je veux profiter de ma vie, puis en bon français de France, kiffer à chaque jour. Si on the way, je fais de l'argent, tant mieux. Si on the way, j'en fais pas et que j'en perds pas, mais qu'en même temps, je fais des connexions, j'apprends, je découvre des choses, puis j'apporte ma pierre à l'édifice d'un gros projet qui est plus large que moi-même et que faire quelques dollars. Pour moi, ça vaut plus que le coup que n'importe quoi d'autre. Je parle souvent, puis c'est très philosophique, et puis les gens qui sont très dans les finances vont dire il est vraiment trop con, puis il a l'air vraiment débile. Mais on parle de ROI, souvent, le retour sur investissement financier. C'est comme tu mets X, puis dans 2 ans, tu as 1.5X, donc compound en 1.07 x 5, whatever. I don't fucking care. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai lancé une business qui fonctionne relativement bien. J'ai des idées à n'en plus pouvoir, qu'elles tiennent même plus dans mon cerveau. Il faut que je les mette sur papier, sinon mon cerveau explose. Je sais comment lancer quelque chose de zéro, puis le faire un peu scrappy, un peu en mode startup pour avoir des clients, puis faire grossir. Je pourrais le refaire s'il faut, puis j'ai envie de le refaire. Mon but, c'est pas juste de faire de l'argent. Donc, il y a le ROI financier. Je le regarde un peu, oui. Encore une fois, je veux pas perdre de l'argent. Je le répète plein de fois, c'est pas le but. Donc, il y a quand même une certaine logique. Mais derrière, le fun ROI, à quel point je m'amuse, puis surtout tout ce qui entoure, à quel point je me lève le matin à 5h30 chaque matin, je me couche à 23h, je n'ai pas des fois arrêté une seule seconde, mais j'ai pas le feeling d'avoir travaillé. Right? Puis je pourrais dire souvent, je fais la blague, je suis pré-retraité parce que j'ai pas là, officiellement, je travaille. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on veut travailler ensemble, parce que ça me donne la visibilité. Mais j'ai zéro impression de travailler. Et puis ce soir, je rentrais chez moi, je n'ai pas travaillé de la journée, à mes yeux. Donc je dirais ça, puis là ça rentre encore plus dans le philosophique, mais c'est de l'investissement très très long terme sur comme créer un réseau, créer des opportunités qui vont découler du fait d'être un des copropriétaires de l'Alliance. Puis pour illustrer le fun ROI, ce que je dis souvent, c'est on passe, je me lève à 5h30, je me couche à 10h, 11h. Sur les 16 heures, disons, éveillés par jour en moyenne, on passe combien de temps à travailler? La réalité là, 10 heures et plus, pour ceux qui travaillent beaucoup. Ouais. Probablement. Puis le reste du temps, on mange, on prend une douche, on est dans le transport, puis on écoute un podcast dans le transport, fait que c'est du travail. Personnellement, ma personnalité, c'est faut que j'aime ce que je fais. Faut que ce soit le fun. Faut que ce soit amusant. Ouais, exactement. Puis je pense que quand t'as le fun, tu livres comme 10 fois plus que quand t'as pas de fun. Et donc, le truc, c'est, imaginons, ça serait très dark là, mais si aujourd'hui tu me dis, hey, t'as un cancer en phase terminale, tu vas mourir dans une semaine, et si je pourrais dire, j'ai pas aucun regret. Point de vue personnel, définitivement, et c'est différent, mais point de vue professionnel, qui est la majorité du temps éveillé qu'on passe en semaine, et même le week-end des fois, je l'ai profité, je l'ai fait, tout ce que j'ai fait, c'était amusant. Puis, je rajoute par-dessus que ça ouvre des portes incroyables dans un monde qui me plaît, qui est le monde du sport, du business, etc. Aujourd'hui, quand je fais une connexion sur LinkedIn ou que je parle à du monde, ça m'a ouvert des portes incroyables, même en termes d'investisseurs, de gens que sans ce projet-là, alors j'aurais beau avoir un fucking 28 plex quelque part ou même plus que ça, c'est clair. Le monde s'en foutrait. Ouais. Je créerais pas quelqu'un LinkedIn random, il fait « Hey, salut, j'ai un 28 plex à Laval ou à Montréal ou je ne sais où ». Il fera « super cool, je vais lui répondre ». Par contre, je vais « Hey, salut, je suis un des propriétaires à Lyon, j'aimerais parler de ça ». On y répond à chaque fois. Et ça build du intangible qui, à mon avis, dans 10 ans, aura beaucoup plus de valeur que
un plex. Ça fait une belle carte de visite. Hein, Exactement. Ouais. Puis, à l'arrivée, j'ai quand même acheté un chalet qui est... et puis, tu m'as aidé sur le côté hypothécaire. Puis, je sais qu'il faut que je le fasse aussi. Puis, je ne veux pas vivre dans un monde tout rose où on dit que si j'ai juste du fun, je vais être safe. J'ai quand même 2-3 trucs que je fais à côté qui sont un peu plus safe. Puis, parce que si tout le fun s'écroule un jour... Financièrement, j'aurais quand même des choses. Puis merci pour avoir aidé pour le chalet. Ça fait plaisir. Dis-moi, comment est-ce que ça fonctionne pendant de financer ton chalet? Mais comment ça marche quand on veut financer une équipe de basket? Donc, on veut s'acheter une équipe de basket. Alors, on s'entend, il y a des gens, mais je pense que même Mark Cuban a investi, je pense, dans quelque chose dans la CBA. L'équipe qu'on a battue hier. Ouais, bravo à vous. Mais 1-0 pour Léo contre Mark. Mais 1-1, parce qu'on avait perdu la semaine d'avant. C'est correct. Mais parce que lui, évidemment, il y a des milliards, là, fait que je pense pas que ça doit être très difficile pour lui quand il décide d'acheter des parts ou quoi que ce soit. Mais quand on veut acheter on n'achète pas ça cash, là, comment on va à la banque puis on parle de notre projet comme si on achetait une quincaillerie, là? Non, parce que dans la manière dont on l'a acheté, qui est au tout début de l'Alliance, on s'entend que même si c'est la 5e saison, on l'a acheté pour commencer la 4e saison. C'est une équipe qui était encore dans un processus de builder ses revenus pour être à l'équilibre. Puis c'était su, puis on savait qu'il y avait encore quelques années à opérer comme ça pour... le budget d'une équipe est assez stable. On paye notre staff, ceux qui ont payé à l'année longue. L'aréna, on sait combien on paye. La sécurité, on sait combien on paye. Les joueurs, on a un salary cap, on sait combien on paye. Fait que toutes nos dépenses sont plus ou moins fixées. Plus ou moins 10%, c'est très prévisible. Les revenus, je dis souvent en très bon anglais, revenue-driven business, tout va dépendre du revenu qu'on arrive à générer. Ouais. Quand on fait la game d'hier, s'il y avait un partisan dans les estrades ou 3500, les coûts sont les mêmes, les revenus sont pas mal différents. C'est pas mal tout autour de ça. Mais bref. Donc, on peut pas aller à une banque puis dire, hey, regarde, moi, je fais tant de profit, puis je vais te payer sur whatever, puis t'as tel asset. L'actif lui-même, c'est pas mal d'intangibles. C'est pas mal on dit du goodwill, d'une certaine manière. On a, une base de données, on a des paniers, un parquet, des affaires comme ça, mais je veux dire, c'est quelques centaines de milliers de dollars. Mais dans ce cas-là, la manière dont nous, on a fait l'acquisition, c'est avec des investisseurs. Les 3 principaux, donc Yann, Philippe, Joël et moi. Et on a également quelques investisseurs silencieux qui sont venus avec de l'argent personnel. Après, est-ce que eux, ils ont emprunté parce qu'ils avaient des marges de crédit, des choses comme ça? Est-ce que c'était de l'argent qu'ils avaient de côté pour faire des investissements un peu plus risqués? Mais là, ça a été un cash only acquisition avec un paiement upfront puis un paiement progressif aussi. OK, cool. C'est intéressant quand même de voir comment est-ce que ça se fait. Puis, tu parles des employés. Quand tu parles des employés, tu parles-tu du staff seulement ou tu parles des joueurs, c'est des employés? On les rentre là-dedans? Ouais, alors non, sur le vraiment un payroll bimensuel, on a vraiment du staff de ce qu'on appelle le front office, donc communication, vente de billetterie, opération, etc. Vente de billets, pardon. Les joueurs signent officiellement des contrats avec la ligue et sont assignés à une équipe. Mais la réalité, c'est parce qu'en fait, on veut juste un contrat standard, qui est un contrat lié à la FIBA, qui est l'organisme qui régit tout ça. Donc, il faut que ça respecte certaines règles. On ne veut pas que chaque équipe ait ses propres conditions, comme le contrat de travail qu'un des employés du front office a est différent du contrat de travail de quelqu'un en Ontario. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais les joueurs, il faut qu'ils aient tous les mêmes conditions. Après, ils ont les seules choses qui divergent, c'est le salaire, en gros, comment ils sont payés par match. Mais vraiment, après ça, ils sont sur le payroll, on a des paiements à faire pendant la saison, mais ils sont pas employés avec un... Non, je comprends. Non, exactement. Puis tu sais, est-ce que, là je parle de la ligue un tout petit peu, mais c'est un salary cap? Est-ce que tout le monde paye le même maximum? Je pense à Mark Cuban qui arrive, là, qui a peut-être plus de moyens que Léo, un tout petit peu. Par chance. Et lui, il arrive, il peut-tu décider de payer tous ses joueurs 1 million? Ou non, par chance, on est protégé. Je pense que ça protège la compétitivité de la ligue. Tu regardes, la plupart des ligues nord-américaines ont un salary cap, puis après, tu as des luxury tax quand tu veux le déplacer. Le dépasser, puis souvent si tu peux te permettre de dépasser ton salary cap, c'est que tu peux te permettre de payer la luxury tax, donc c'est finalement, donc nous non, c'est vraiment juste très régi, excuse-moi, très très contrôlé. Il y a un salary cap, c'est un par match en fait, parce que justement un joueur qui peut s'en aller, qui peut partir, un blessé, etc. Mais c'est un par match que chaque qui peut pas dépasser, purement en salaire. Après ça, on a le droit la plupart des joueurs sont logés à Montréal, dans toutes les autres villes. Certains peuvent avoir une voiture, donc ça c'est des peut-être perks additionnels, mais vraiment la partie salariale est fixée avec un cap, ce qui encore une fois protège la ligue d'un potentiel investisseur extrêmement fortuné. Alors, je prends l'exemple de la France où il y a eu des investisseurs à Paris, Monaco. Aujourd'hui, c'est le haut du classement, c'est Paris-Monaco. La finale, ça va être Paris-Monaco. Même si Cholet a battu Paris sur un match, mais après ça, ils ont perdu 3 d'affilée. Et que c'est un peu dommage pour le spectacle. Puis c'est le cas dans d'autres sports et d'autres ligues également, que s'il y a trop d'argent, tu fais juste créer un gap qui est récupérable. Puis on le voit dans le baseball, la Ligue majeure de baseball, où est-ce que je suis pas mal sûr que les Yankees vont faire les séries, puis je suis pas mal sûr que les Dodgers vont faire les séries, mais quoi que les Mets, qui eux aussi ont des gros moyens et puis qui eux se rendent nulle part, mais je pense qu'il y a de l'historique dans tout ça. Mais fait que dans le fond, les joueurs, eux, ils ont des contrats qui sont garantis ou non garantis? Non.
Non, sont non garantis. Mais vous le prenez soin d'eux autres. Fait que tant qu'ils sont sous contrat, vous les logez. Fait que c'est quoi la journée d'un joueur? C'est comme lui. Parce que c'est pas n'importe quel joueur. Là. On parle pas. C'est pas du sport amateur. Là. C'est non, je pense que c'est un point important. C'est vraiment professionnel. Les gens n'ont pas de side job pendant la saison, définitivement. Puis même quand la saison est terminée, ils vont pas reprendre un job normal. Quand la saison est terminée, ils vont aller en G-League, qui est la ligue de développement de la NBA, en Europe, en Asie, à d'autres endroits. Mais vraiment, ils gagnent leur vie à 100% en jouant au basket. Mais leur vie à eux, c'est pas mal ça. Le basket, c'est leur outil de travail, c'est leur corps, finalement, là, quand tu y penses. Donc, tout autour de genre d'entretenir ça. Donc, bon, les logements qu'on assure, c'est important. La nourriture qu'on leur fournit. On leur fournit, bien sûr, le samedi soir, s'il n'y en a pas de game et pas de pratique, ils vont manger ce qu'ils veulent. Mais après les pratiques, après les games, en voyage, on leur fournit la nourriture. Autant aussi équilibré que possible. On a des bons partenaires. On a Poulet Royal qui fournit des bols de poulet grillé, poulet frit. On a WeCook, donc qui envoie des plats préparés. Donc, on alterne un petit peu avec tout ça pour que ce soit aussi varié pour eux, qu'ils aient des apports en nutriments dont ils ont besoin. Mais pour les joueurs, souvent, cette année, c'est pas mal du 10h à midi, les jours de pratique. Souvent, un lendemain de match, c'est un jour off pour les joueurs, donc complètement off. Donc la pratique, c'est 10-12, mais souvent avant ou après, il y a aussi une séance de lift, là, de sorte de renforcement musculaire. Puis après, c'est pas mal ça. Mais en même temps, ils viennent souvent 1 à 2 heures avant la pratique, ils font la pratique, ils restent un peu après. Donc, ils ont quand même peut-être un 5 à 6 heures. Et après ça, certains ont une inscription à un autre gym parce qu'ils vont aller faire du travail peut-être additionnel parce que finalement, eux sont dans un processus de carrière personnelle et qu'ils veulent peut-être continuer à faire plus que ce qu'on leur demande. Et puis, surtout, il y a beaucoup de repos. Beaucoup de repos qui est requis pour remettre le corps. Tu regardes, tu les vois, là, toi, quand ils jouent, ils en dépensent de l'énergie, là. Donc, quand tu dépenses 1500 calories sur le terrain ou plus sur une game, faut juste, peut-être des fois, c'est littéralement, ils s'allongent dans leur lit, regardent des séries parce que tu as besoin que ton corps se remette là. Certains vont au spa, etc. Mais je dirais que c'est ça. Puis jour de match. Et puis là, typiquement, on part la semaine prochaine dans l'Ouest pour un petit road trip. Là, ils vont à Niagara ce week-end, samedi. Tu pars vendredi, tu reviens dimanche. Donc, tu as 3 jours loin de la maison. Ils sont à Montréal lundi. Mardi, départ pour Edmonton. On joue mercredi. Jeudi, bus vers Calgary. Vendredi, repos. Samedi, match à Calgary. Dimanche, vol. Fait que, tu regarderas sur 8 jours, il y a eu 7 jours à l'étranger, hors de la ville. Fait que tout le transport a un impact sur ton corps aussi, en plus des pratiques, en plus de tout ça, puis un peu de décalage horaire aussi. Donc, c'est beaucoup de gestion du corps humain. Là. Ah non, c'est sûr, ça c'est très intensif là, comme énergie qui est demandée. Et puis, qu'est-ce que vous faites parce que j'imagine, je pense juste à notre équipe et aux joueurs montréalais qui sont là, je pense à Guillaume, puis je pense à Quincy. Puis je me dis qu'ils ne sont pas au même niveau de leur carrière. Il y en a qui est plus vers la fin, un qui est plus en développement, puis il espère continuer à monter, l'autre qui doit commencer à penser à l'après-carrière. Comment vous les accompagnez, c'est des joueurs qui clairement n'ont pas de fonds de pension, là, puis comment vous préparez leur développement, leur prochaine saison, leur après-carrière, peu importe. Je ne vais pas te donner une réponse de c'est ce qu'on fait aujourd'hui, je vais te donner une réponse de c'est ce qu'on veut faire. Encore une fois, parce qu'on est en construction puis en process. C'est un des points où on voudrait se différencier. Alors, des autres équipes, puis des autres ligues, des autres sports possiblement. En effet, nos joueurs sont pros, mais ils enchaînent les contrats. Quelqu'un signe chez nous, il n'a pas d'obligation de revenir l'année prochaine. Puis là, sûrement qu'il cherche son contrat peut-être quelque part en Europe. Donc, ils vont enchaîner les contrats relativement bien payés, mais toujours avec cette insécurité de qu'est-ce qui se passe dans 4 mois ou autre. Puis quand on a des joueurs qui sont repeat, on veut commencer à mettre ça en place au moins pendant la saison qui sont là, ouvrir des portes, faire des intros, se connecter. Quand je dis on, c'est le staff en général. Évidemment, moi, là. C'est pas que toi. Mais c'est de se dire, OK, c'est quoi qui t'intéresse en dehors? Est-ce que c'est selon les études que tu as fait, est-ce que c'est là que tu veux aller? Est-ce que c'est de la planification financière? Il y en a des gens, on parlait un peu avec Guillaume quand il est arrivé, parce que lui, comme approche de sa fin de carrière, puis il sait déjà plus ou moins ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est dire, est-ce que nous, dans notre réseau, entre le staff, puis le fait qu'on ait l'alliance, puis qu'on a un peu plus de reach peut-être, est-ce qu'on est capable de trouver une porte, d'avoir un mentor qui commence à te shadow avant même que ta carrière elle termine. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on veut essayer de faire, qu'on peut commencer peut-être à regarder avec Guillaume, puis c'est Malcolm Duvivier qui était avec nous l'année passée, a pris sa retraite, puis il s'est lancé aussi dans d'autres choses. Il fait un peu d'immobilier, puis il a lancé un autre projet qui est plutôt justement accompagner des joueurs plus en mode agent. C'est une reconversion pas facile, mais naturellement il l'a vécu dans ça, fait que il peut l'appliquer. Puis il a le côté business qui l'intéresse, donc c'est sûr qu'on aimerait le faire. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des contrats comme de 5 ans, puis de quelqu'un qu'on peut accompagner pendant 5 ans. Quand on a quelqu'un sur 4-5 mois et qu'on n'est pas sûr de le voir, qu'est-ce qu'on peut faire en reconnaissant qu'on ne l'aura que 4-5 mois dans l'organisation, faire en sorte que quand ils partent, ils disent « Oh shit, l'alliance m'a vraiment aidé ».
Donc, c'est quelque chose qu'on veut faire. Je ne sais pas de cacher, on ne le fait pas encore aujourd'hui officiellement, mais ça fait partie définitivement des choses qu'on veut creuser pour ajouter plus que juste un salaire, puis de la nourriture, puis un logement. Très cool, parce que, tu sais, là, je vais me comparer. Mais évidemment, tu sais, moi, quand j'ai arrêté de jouer au basket, il y a une drop, là. Tu es habitué de t'entraîner à tous les jours de façon professionnelle ou semi-professionnelle, ou en tout cas très intensive. Puis là, tout d'un coup, tu travailles dans une institution financière. Là, tu sais, toute la planète change, là. C'est vraiment différent. Fait que je trouve que l'accompagnement des pré-retraités de 32 ans, là, les pré-retraités, des jeunes pré-retraités, mais les accompagner, je trouve ça quand même très important. Puis je sais que vous faites aussi, parce qu'on a des joueurs là, à Montréal, les Montréalais qui sont là dans la NBA puis qui sont là, eux autres qui ont percé encore plus que dans l'Alliance. Puis je sais que vous avez des discussions, des partenariats avec eux. On les voit souvent venir au match quand leur saison est terminée, évidemment. Fait que ça, je trouve ça cool aussi. Est-ce que c'est une intention ou c'est parce qu'ils aiment ça le basket, fait que quand ils viennent au match? Ou... Je dirais les deux, parce que nous, on sait que quand ils viennent, un Lugans, un Bénédicte Mathurin, Chris Boucher, Olivier Maxence Prosper, quand ils viennent, ils nous le disent pas forcément 3 jours à l'avance, puis surtout, on va pas communiquer. On va pas dire, hey, Lugans vient ou Chris vient, parce que ils veulent être un peu tranquilles, ils sont dans leur off-season, ils sont à la maison avec leur famille, on veut pas qu'il y ait genre 250 personnes qui viennent pour une photo ou un autographe. Donc nous, en général, même nous, on le sait quelques heures à l'avance, mais définitivement, quand ils viennent, c'est les stars. Point final. Quand ils viennent, il n'y a que Dieu que pour eux, puis le monde va plus regarder vers Lugans que va regarder la partie pendant qu'il est là. Puis c'est bien correct, mais on communique sur les réseaux, puis on essaie de montrer que c'est un peu, tu sais, on veut attirer le monde basket et plus, mais on veut quand même commencer par attirer le monde basket à l'Alliance. Puis quand t'as Lugans qui vient, c'est en ce moment là, ça va être temporaire pour Lugans tant qu'il a sa carrière. C'est le monsieur basket parce qu'il a gagné. Bénédicte pareil parce qu'il était en finale. Chris parce que c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. Mais on essaie d'utiliser d'une certaine manière ça pour dire, hey, ces gens qui sont aux yeux du monde le basket pour la période actuelle viennent à l'Alliance, parce que l'Alliance pour moi ça va être le centre du basket, mais pour des décennies. Des joueurs ont une carrière, puis ensuite de ça, ils sont un peu moins visibles quand leur carrière se termine. Donc définitivement on le fait. Joël, Anthony, mon associé, a les bons contacts, et que puis nous aussi on connaît un peu leur entourage, on leur dit, ils savent qu'ils sont les bienvenus quand ils veulent, quand ils sont hors saison. Tu sais, Lugans, ça fait pas longtemps qu'il est hors saison. Je pense que Ben s'entraîne en ce moment encore en Californie. Donc, ils sont pas forcément tout le temps là, mais quand ils sont là, c'est sûr qu'on les accommode parce qu'on veut que les fans se disent, hey, les gens de la NBA viennent voir l'Alliance. Si c'était vraiment fucking boring et pas un bon niveau, ils viendraient pas. Ils viennent parce que c'est du très bon niveau, là. J'ai parlé de Joël rapidement, mais parce que ma fille était là, elle a fait l'annonceur à votre soirée des futures vedettes. Futur leader vendredi. Non, dimanche. Exactement, dimanche. Fait que c'était bien le fun. Elle a fait l'annonceur, nommé les noms, elle a trouvé ça bien le fun. Puis que je lui ai présenté Joël, parce que j'ai joué contre Joël encore là il y a bien longtemps. Et puis. Ils avaient la même carrière, de toute façon. Pareil, même chose, on a fait la même affaire. Et puis, elle lui a serré la main, puis elle était comme, lui, puis là, j'ai dit, tu sais qu'il a joué dans la NBA pour Miami, la même équipe que LeBron, là. Puis là, elle était comme LeBron. Elle était vraiment très impressionnée. C'est des humains qui sont tellement impressionnants, surtout pour les enfants. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus grands que moi puis toi, mais ils sont vraiment plus grands qu'un enfant de 7, 8, 9, 10 ans. Là. Fait qu'il était très, 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 très impressionnant. Oui, Joël est quelqu'un de tellement adorable, non seulement, mais en plus très humble. Mais genre humble au point où il faut vraiment lui tirer le verre du nez pour qu'il aille dire qu'il a gagné un titre ou 2 titres. Mais en effet, moi aussi, plusieurs fois, je suis comme, hey, c'est Joël, mon associé, il joue un très haut niveau basket. Puis là, c'est comme à chaque fois, c'est comme, c'est toi qui as joué à LeBron James, c'est toi qui as gagné le titre NBA. Puis comme, oui. Mais oui, c'est impressionnant. Puis c'est une star. C'est un des premiers, ou si ce n'est le premier Québécois, peut-être un des premiers à avoir gagné le titre, définitivement à avoir gagné 2 titres. Donc, on avait Bill Wennington, là, qui était semi-montréalais. C'est ça, exact. Il contribuait semi aussi, là. Mais, tu sais, c'est comme, lui, il était dans le Starting Five pendant un très bon temps, et c'est comme, il est actif, puis il est copropriétaire, puis il est GM, puis il fait le recrutement, puis il est là pour faire grossir le basket à Montréal, puis il veut redonner à Montréal à 100%. Ouais, merci à lui, c'est tout à son honneur. Dis-moi, alors tu as un parcours qui est quand même assez intéressant, mais j'aime quand même voir, tantôt tu disais j'ai aucun regret, fait que ça pourrait être ça ta réponse si tu veux, mais je pose la question à tout le monde cette saison-ci, c'est si tu avais à recommencer ta vie, puis donc peut-être qu'on redescend juste à 17 ans, là, à 8 ans, commencer à investir, c'est peut-être difficile, mais qu'est-ce que tu aurais fait de différent, ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de 17 ans, tu vas commencer ta vie financière, là, voici sur quoi tu dois prioriser. Tu vois, je te dirais à l'opposé de ce que je fais en ce moment, donc. Non, mais c'est ça, c'est que donc on a acheté le chalet avec ma conjointe, qui est un petit investissement, mais ça serait le plus tôt tu es capable de faire un truc safe qui est sûr à 100%, tu t'achètes une sécurité, tu t'investis dans
un truc en immobilier pas gros là, avec les moyens que tu as, dès que tu as un peu d'économie. Je suis pas dépensier, fait que c'est peut-être plus facile à dire pour moi, naturellement, c'est des personnalités. Mais un investissement safe très tôt, ça t'apprend à gérer ton argent, puis à savoir que quand tu as une paye qui tombe, tu peux pas tout dépenser pour le fun, qu'il y a une partie qui doit être dans un investissement long terme. Puis c'est pas un regret là, je suis correct avec ce que j'ai fait, mais je me dis, à savoir où j'en suis aujourd'hui, peut-être que mes premiers quelques milliers de dollars, ils auraient peut-être été mieux investis autre part pour grossir sur 40-50 ans, puis qu'à Martha, je sais anyway que j'ai une maison par exemple, puis que mon plus gros poste de dépense il disparaît parce que la maison elle est payée, whatever, donc c'est pas aussi facile que ça. Mais dans l'idée, je dirais c'est ça, c'est un investissement safe pour commencer. Ce serait probablement la meilleure chose à faire plutôt que lancer une start-up puis acheter une équipe de basket. Tu t'en es bien sorti. Tu t'en sors bien. So far, so good, mais comme je disais, au pire... Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Là, exact. Parfait, merci. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour la fin de la saison? C'est quand les séries? C'est quand... qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? Là? Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde? On a pas mal de... le mieux, c'est de venir voir, je pense que tu le diras toi le premier, c'est de voir en personne. Parce que à la télé, cette année, donc on est sur RDS plusieurs fois. On est sur rds.ca quelques fois. Tous les matchs de la LECB sont disponibles gratuitement sur CBC Gem puis sur YouTube. Fait que c'est extrêmement accessible. Juste vraiment en un clic, il n'y a pas à se loguer ni rien. Donc ça, je dirais, c'est comme regarder ça. Tu vois le côté sport. Mais je pense que ce qu'on a en personne, c'est ce qu'on vend quand on vend des billets, c'est comme l'expérience, les émotions. Malheureusement, tu n'étais pas à la belle game d'hier, mais le monde ressort de ça. Oui, on se rappelle du score, mais le score final, je le regarde parce que je suis un freak, mais personne ne se rappelle. C'est comme, j'aimerais une belle victoire, puis le monde était engagé. Même quand on perd, le monde qui vient pour une première fois à l'Alliance se dit, j'ai tout aimé. L'ambiance, la musique, le ci, le ça. Et quand je pose la question, mais le score final, ça, on a perdu, c'est comme, pas grave. Je veux dire, la famille a adoré. C'est souvent ça. Je veux dire, un abonné de saison, il veut que tu gagnes, mais une personne qui vient découvrir, la première chose dont il va se souvenir, c'est rarement le score. C'est avec qui il était, c'est comment il s'est ressenti, les émotions, etc. Fait que j'ai peut-être de venir. Puis pour nous suivre, la saison, on a eu beaucoup de matchs à domicile pour commencer cette année. On est à 9 matchs, dont 7 à la maison, ce qui est problème de calendrier, mais it is what it is. Là, on rejoue à partir du 26 juin, puis après quasiment une fois par semaine jusqu'à la fin juillet. Puis après les séries, première moitié d'août. Donc, c'est quand même assez rapide, les séries. Hein. On n'a pas les séries pendant 2 mois comme la NBA. Non, c'est élimination. C'est un peu comme la G-League, c'est élimination directe au premier tour et demi-finale. Et puis la finale, cette année, pour la première fois, sera au meilleur des 3. Okay. Fait qu'il y aura au moins 2 matchs. C'est où? C'est déjà déterminé, c'est où? Non, donc là, on a changé. Donc, jusqu'à l'année passée, c'était un championship week-end. Justement, au moins, ça fait la raison business, c'était de savoir un an d'avance où c'était pour commencer à vendre des billets. Et il y avait un pass pour l'équipe qui accueillait. Comme ça, tu sais que tu peux vendre des billets. Donc, l'année passée à Winnipeg, l'année d'abord à Montréal. Mais cette année, on s'éloigne, on repasse en mode comme la NBA, tu sais. C'est-à-dire que celui qui reçoit, c'est le meilleur des deux. Puis la finale, ce sera celui qui avait le meilleur bilan sur la saison qui va, je pense, c'est 1-2-2. Donc, chez le moins bon, puis ensuite chez le meilleur et chez le meilleur, il me semble. Donc, ça va être décidé quelques jours probablement. Ça va être business-wise, ça va être un... Oui, ça va être une opération. En fait, c'est quelque chose que tu vois quand tu vois que tu es à 2-3 matchs à la fin de la saison, tu commences à communiquer, tu fais des préventes, puis au pire, tu rembourses si tu n'as pas de match. Puis si tu es vraiment qualifié, là, tu mets le gros paquet parce que tu as 5 jours pour vendre des billets. Là. Mais je suis content, je trouve ça bien que tu aies dit, tu sais, nos séries, c'est un peu comme le G-League parce que tout le monde connaît les séries du G-League très bien. Léo, je te remercie beaucoup d'être venu me voir en tant qu'investisseur, en tant que quelqu'un qui a des revenus un peu particuliers. Je trouve ça super intéressant. Fait que merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Puis bonne chance pour la fin de la saison. Puis on vous suit. Go Alliance Go. Toi, tu vas venir nous voir surtout. Ben, c'est certain. Je veux compléter parce que je voulais le dire. Je suis venu, moi, à vos matchs avec mes enfants. Je suis venu avec des clients qui connaissaient rien au basket. Je suis venu avec des gens qui aiment beaucoup le basket. Je suis venu avec des dates il y a longtemps. Je suis venu avec ma blonde dans les 2 dernières années. Et tout le monde que j'ai amené là a toujours trouvé que c'était une magnifique soirée. Fait que j'ai des amis qui sont venus en famille, peu importe. C'est un bel événement. Pas besoin d'être un super professionnel de connaître ça à l'expertise profonde. Là. Quelqu'un qui aime un peu le sport, qui aime un peu le basket, qui aime être en famille, c'est un bel événement. Merci. Tu sais qu'il y a un truc, je vais closer sur ça. J'espère que ça va résonner avec le monde, mais il y a un truc qu'on m'a dit une fois, puis je l'ai super bien pris et super mal pris en même temps. C'était c'est le secret le mieux gardé de Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai super bien pris parce que j'ai chié, c'est-à-dire que le monde adore, puis que le jour où ça va exploser aux yeux de tout le monde, on va adorer. Puis ça m'a fait chier, excuse-moi. Ça m'a embêté. Non, un petit peu, non, c'est même moi. Mais je me dis, chier, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que les 200 personnes qui viennent, excuse, c'était un rappel, c'est même pas chiant. Qu'est-ce qui fait que les 2000 personnes et plus qui viennent par game,
comment on fait pour que chacun emmène 2 amis, puis que ça va finir par être rempli. Ouais. Je préférais que ce soit le meilleur event de Montréal as a whole, puis that's it. Ouais. Comme ça, on sait que le monde est au courant. Mais On essaie que ce soit le moins possible un secret. le moins gardé possible, le moins secret possible. Ouais. Merci beaucoup, Léo. Merci, Bonne fin de saison. On se reparle bientôt. Merci, bye. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.